Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Sophie Fay, chef du service éco de l'Obs, Stéphanie Villers, chef économiste chez Humanis, et Éric Heyer, directeur de l'OFCE. En cette fin d'année, on vous parle bien sûr de Donald Trump. Donald Trump qui a remporté une victoire cette semaine puisque sa réforme fiscale a été votée au Congrès. Le Sénat l'a adoptée par 51 voix contre 48. C'était très serré. Les Républicains, en tout cas, se sont unis autour de ce projet. Alors, est-ce un Big Bang et à qui profitera-t-il ? On écoute d'abord Donald Trump et on en discute ensuite. Ça n'avait pas été fait depuis 34 ans et d'ailleurs, ça n'avait jamais été fait avant car nous avons brisé tous les records existants. C'est la plus grande, la plus vaste réduction d'impôts que notre pays ait connue. C'est la plus grande réforme. Ces réductions d'impôts, c'est vraiment quelque chose d'unique. Nous allons ramener 4 000 milliards de dollars dans notre pays. De l'argent qui avait été gelé à l'étranger et parfois dans des pays qui ne nous apprécient même pas. Ils avaient cet argent. Eh bien, ils ne l'auront plus très longtemps. Stéphanie Villers, alors il est très content, Donald Trump, ça c'est sûr. Cette semaine, est-ce que c'est véritablement un Big Bang fiscal? Parce que finalement, lorsqu'on regarde Reagan, du temps de Reagan, c'était 208 milliards de dollars en 1981. Là, on est plutôt à 140, 150 milliards. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un premier pas. Baisser les impôts sur les sociétés de 35 à 21, c'est quand même c'est un saut, une marche. Ça profite surtout aux entreprises? Ça va profiter aux grandes entreprises, oui, et aussi aux ménages les plus aisés. Donc, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est sa base électorale, c'était plutôt des gens de middle class, low class. Hein. C'est des gens qui espéraient avoir un emploi mieux payé, toutes ces choses-là, ce qui avait été une des promesses de Donald Trump en réindustrialisant l'économie américaine. Puis finalement, en fait, c'est un superbe cadeau aux riches et aux grandes entreprises. Donc en fait, ce sont les oubliés. Il risque d'avoir effectivement un mécontentement à un moment donné. La population américaine va finir par se rendre compte que finalement, c'est pas elle qui a été favorisée par cette réforme. Alors, il dit que ça va faire revenir l'argent des entreprises qui finalement ont mis leur argent ailleurs, comme en Irlande par exemple. Oui, mais faire revenir l'argent, ça ne veut pas dire systématiquement investir dans l'économie américaine. Hein. Je vous rappelle que faire cette réforme de baisse massive des impôts alors qu'on est en haut de cycle, c'est du jamais vu. Hein, généralement, on baisse les impôts lorsque l'économie s'essouffle. Donc, on veut redynamiser l'économie. Donc, on essaye effectivement de donner un coup de pouce aux entreprises pour qu'elles investissent. Là, tout va bien. L'économie américaine se porte merveilleusement bien. Donc, je ne suis pas sûre que les entreprises se disent on va commencer à investir encore plus et ils vont certainement préférer rémunérer leurs actionnaires. Sophie Fay. Alors, ça ne profite pas aux classes moyennes, ce que vous dites, Stéphanie. Et en fait, j'ai regardé effectivement les projections de la Commission parlementaire des impôts JTC, composée de démocrates et de républicains. Elles disent que ça va bénéficier de 23% de baisse d'impôts pour les classes moyennes seulement et que pour les plus favorisés, ça sera aussi 23% de baisse. Et à partir de 2027, je cite cette étude, je trouve que c'est intéressant, les seuls gagnants de la réforme sont les 25% de foyers américains gagnant plus de 100 000 $ par an. Donc ça, c'est une étude d'une commission parlementaire Ce qui est américaine. Complètement fou, c'est que pendant toute la présidence Obama, les républicains ont bloqué tous les projets de plans d'investissement dans les infrastructures de dépenses publiques efficaces au nom du contrôle des déficits et de la réduction des déficits. Et là, c'est porte-monnaie ouvert pour baisser les impôts des grandes entreprises et rien pour améliorer les infrastructures, améliorer la santé des Américains. C'est même le contraire, parce que j'ai vu qu'ils ont passé en plus une réforme de l'Obamacare en même temps. En même temps, et en plus en coupant dans la recherche. Et tout ça en espérant que ces grandes entreprises vont réinvestir. Or, pourquoi réinvestiraient-elles? On n'est même pas sûr qu'elles vont le faire. Il y a eu un très très bon papier de Joseph Stiglitz, d'abord dans la presse américaine, et puis à l'Obs, on a fait une interview où il explique qu'en fait, elles n'ont aucun intérêt à investir, car le problème de l'Amérique en ce moment, c'est les monopoles. Vous avez des monopoles comme Facebook, Google, comme les grandes sociétés de pharmacie, comme les grands opérateurs télécoms, qui de toute façon vont très bien, rachètent tous les concurrents, toutes les petites entreprises qui menacent de leur faire concurrence, rachètent tous les brevets et au fond ne baissent pas les prix, n'embauchent pas plus. Et pourquoi elles vont juste profiter de la baisse d'impôts et vont-elles réellement réinvestir? Vont-elles redynamiser l'innovation? C'est pas du tout gagné. Éric.
D'un point de vue macroéconomique, c'est une catastrophe. Donc là, vous êtes tous d'accord. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas quand on lit un manuel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quasi parfait ce qu'ont fait les États-Unis pendant la crise, c'est qu'effectivement, ça s'est effondré. Ils ne se sont pas attaqués au déficit, ils ont laissé... Ils ont relancé. Ils ont même relancé, vous avez raison. Donc les déficits sont montés jusqu'à 10% du PIB pendant quelques années. Et puis ils ont attendu que la conjoncture se raffermisse, que le taux de chômage revienne à 4,5-5%. Et normalement, quand vous êtes là, c'est là où il faut faire des économies pour préparer la prochaine crise économique et avoir des marges de manœuvre. Et la Banque centrale a bien suivi ce mouvement, a fait un gros quantitative easing. Et là, commence à se dire, maintenant, il va falloir resserrer ce qu'elle est en train de faire, d'ailleurs. Ce qu'elle est en train de faire. Donc, vous voyez que là, le gros risque, c'est qu'effectivement, des ménages qui ne bénéficient pas de ces baisses d'impôts vont voir l'inflation augmenter parce que ça va avoir un petit effet inflationniste. La Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt parce que l'inflation augmente. Donc, ces ménages-là vont voir plus d'inflation, donc perte de pouvoir d'achat, vont voir les taux d'intérêt augmenter, donc une difficulté pour se refinancer parce qu'ils sont souvent à taux variable. Donc, les ménages modestes, alors que c'était effectivement la cible, risquent d'être pénalisés par ce type de politique. Alors, il dit que ça va faire redémarrer l'industrie du charbon. Alors, il y a certaines industries, effectivement. Alors, ça, c'est anti-environnement par ailleurs. On voit bien qu'ils sont dans une logique qui est absolument pas moderne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, normalement, quand vous êtes en haut de cycle, vous essayez de vous concentrer sur les inégalités et sur la résorption des déficits et puis après, préparer l'avenir, c'est-à-dire l'environnement. Alors là, on est complètement à l'opposé de tout cela. Il y a un grand risque dans 2 ans, on se réveille, les États-Unis se réveillent avec un déficit public extraordinaire, en tout cas une dette publique, parce que vous avez parlé de Reagan. Comment vont-ils à l'époque de Reagan, la dette publique était à 33 points de PIB. Là, elle est au-delà de 100. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même niveau de dette. C'est donc là, la dette publique va exploser, les taux d'intérêt vont augmenter parce que la Fed va augmenter ses taux. Donc, il risque d'y avoir une politique d'austérité qui va suivre finalement cette décision-là pour essayer de... Et c'est les classes moyennes qui, en fait, donc ça risque d'être assez catastrophique. Stéphanie Villers, comment financer justement cette réforme? Alors j'ai vu que le coût, justement, ça serait de 1 500 milliards de dollars sur la prochaine décennie, c'est-à-dire sur 10 ans. Non, mais c'est pas finançable. Lui considère que la croissance... C'est pas finançable, mais il y a un moment donné, il va se retrouver quand même devant le Congrès, il va falloir la financer. Absolument, donc il va faire comme vous dites, je pense qu'effectivement, il fera marche arrière. Il compte, lui, sur la croissance, en pensant que la croissance, qui est déjà très élevée à 2,5, va atteindre 4%. Donc c'est impossible, ça, qu'elle passe de 2,5 à 4%, la croissance américaine, parce qu'on dit 2,5%. Durablement, c'est impossible. Que ponctuellement, il y ait une petite accélération. Pourquoi pas, mais ça va être... On a l'air de dire que 2,5 c'est énorme. Enfin, ils ont quand même connu des taux beaucoup plus importants que cela. Oui, mais ça fait 9 ans que ça dure. C'est quand même pas, effectivement, le chômage est à son niveau de plein emploi. Donc, à la rigueur, il y a un frein dans l'économie américaine, c'est qu'on voit les salaires n'arrivent pas à vraiment augmenter. Donc, s'il y avait quelque chose à essayer de résoudre, c'est ce problème-là. C'est pas résoudre le problème des impôts des grandes entreprises. Essayer de faire augmenter les salaires. Voilà, c'était effectivement là, ce qu'on ne comprend pas dans cette nouvelle économie, c'est qu'effectivement, il y a de la croissance, il y a des emplois, mais il n'y a pas de hausse de salaire. En tout cas, elle reste quand même très modérée par rapport à ce qu'on connaissait auparavant aux États-Unis. C'était plutôt de l'ordre de 3,5% et 4%. Et là, effectivement, le dernier chiffre, ça reste 2,5%. Mais peut-être qu'effectivement, avec... ces baisses d'impôts, ça va générer de l'inflation et derrière, mais c'est de la mauvaise inflation, et derrière ça va effectivement... Ça veut dire hausse générale des prix. Voilà. Sophie Fay, donc il dit tout de même que ça va faire revenir les entreprises. Combien il a dit? 4 000 milliards de dollars. Enfin, d'où sort-il ce chiffre? Alors, ce qui se passe, c'est que les entreprises américaines, tant qu'elles ne rapatrient pas leurs profits faits à l'étranger aux États-Unis, elles les laissent dans des paradis fiscaux et elles ne payent pas d'impôt là-dessus. Si elles les rapatrient, elles payaient l'impôt plein pot et donc elles les laissaient toujours à l'étranger. Ça a été une arme très efficace pendant des années, pendant des décennies, pour permettre aux entreprises américaines de conquérir avec une subvention déguisée des parts de marché à l'étranger. Bon, maintenant, cet argent, il est dans les paradis fiscaux. C'est ça qu'ils veulent faire revenir aux États-Unis en se disant peut-être qu'ils vont réinvestir, réouvrir des usines, recréer parce que la fiscalité sera plus intéressante. Voilà. Mais peut-être aussi qu'ils vont faire rentrer l'argent avec des taux d'impôt plus faibles, donc c'est moins pénalisant de le faire rentrer, et puis racheter des actions pour enrichir les actionnaires au lieu d'augmenter les salaires de leurs employés ou au lieu de réouvrir des usines ou de l'industrie aux États-Unis. Pourquoi remettrait-il en cause des chaînes de production qui, au fond, sont bien installées et fonctionnent bien? Eric ?
Non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut le lire de deux façons, d'un point de vue européen. C'est-à-dire que relancer alors que vous êtes en haut de cycle, généralement, vous êtes à une capacité de production relativement élevée. Donc, du coup, c'est l'extérieur qui va en profiter. Donc, ça va dégrader leur balance commerciale. Et nous, Européens... Sauf qu'en même temps, il va mettre des taxes aux importations. C'est ça. Alors, si on regarde cela, on peut se dire que ça peut être peut-être pas mal pour l'Europe. Mais alors, d'un autre point de vue, effectivement, il y a un petit souffle protectionniste. Il l'a fait sur Bombardier, cette semaine. Et ce qui vient d'être dit sur la taxation, là, par contre, on voit la nouvelle compétition entre pays. Maintenant, c'est pas vraiment sur le coût du travail. On a l'impression que les chaînes de production maintenant se relocalisent au plus proche du consommateur, mais c'est au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, on voit que tout le monde maintenant est en train de se faire la compétition sur cette IS. Et donc là, on rentre dans une autre logique. Et effectivement, là, de ce point de vue-là, les États-Unis tirent les premiers, même si en Europe, on l'a déjà fait. Et nous, Français, on essaye de suivre ce lien-là. Alors, on a à la fois des compétitions au sein de la zone euro, avec le Luxembourg, avec les Pays-Bas, etc. Et puis là, maintenant, il y a les États-Unis qui rentrent dans le bain, et c'est un gros marché, donc ça peut être un gros élément de compétitivité. Allez, il nous reste 2 minutes pour parler du Brexit, Stéphanie Villers. Finalement, on est rentré dans cette deuxième phase de négociation, disent-ils. On ne sait pas encore très bien combien finalement le Royaume-Uni va verser. C'est pas très bien. Alors maintenant, Michel Barnier dit que finalement, il voudrait aller même au-delà, parce que Theresa May va accepter de remettre une date après le 29 mars 2019. Donc finalement, on a l'impression que c'est encore repoussé, cette histoire de Brexit. Oui, ils ont vraiment du mal à trouver des accords conjoints, ce qui effectivement laisse présager que les négociations vont durer un peu plus de 2 ans. C'est d'ailleurs ce que Theresa May réclame. Et après, petit à petit, je pense que la Grande-Bretagne est en train de se rendre compte que ça va être extrêmement dommageable pour son économie. C'est déjà dommageable, Sophie Fay? Ils ont déjà perdu quelques points de croissance. Ça n'a pas été catastrophique, donc on n'est pas du tout dans ce phénomène de projet peur que brandissaient les anti-Brexit. En revanche, il y a un ralentissement. Et puis, on commence à avoir des tours vides à Londres. On commence à avoir des difficultés. Puis surtout, en dehors de Londres, les Britanniques ne voient pas du tout leur situation s'améliorer. Ça ne va pas mieux dans les services publics, ça ne va pas mieux à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu moins d'étrangers qui veulent venir en Angleterre pour travailler que la situation s'est notoirement améliorée pour eux. Donc, ça ne s'est pas dégradé aussi vite qu'ils auraient pu le craindre, mais ça ne s'est pas amélioré. Et surtout, commence à poindre une inflation qui fait la une des tabloïds. Ces tabloïds qui étaient très pro-Brexit et qui aujourd'hui vont peut-être... Se rendre compte qu'il y a une augmentation générale des prix. Ça n'a pas été une catastrophe parce que les ménages ont puisé dans leur taux d'épargne. 3,5 points de taux d'épargne en moins. Vous voyez que s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu une récession. Donc vous avez un bas de laine. Effectivement, mais une fois que vous l'avez épuisé, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et le fait de reporter, c'est une incertitude. Et l'incertitude en économie... Ça fait mauvais effet. Donc attention, il va y avoir un coût extrêmement important. Voilà, Trump, Brexit, Emmanuel Macron. C'est sûr qu'on termine l'année avec ces noms et bien sûr on y reviendra l'année prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois et restez avec nous sur France 24.